Alors, quoi qu'il arrive, si on le précipite, ce sera beaucoup plus vite que prévu. Et si on ne le précipite pas de toute façon, ça va arriver. C'est désespérant. La vie et la mort se côtoient. On est en 2040. Et en 2040, le temps a changé, le climat a changé, il fait chaud. Bonjour Guy Servranckx. Bonjour. Vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « Le dernier iceberg ». Le dernier iceberg, c'est inquiétant parce que au départ, on se dit, OK, si on est en 2040, c'est que les choses sont mal passées. Elles étaient en effet inéluctables, irréversibles et incontrôlables. C'est ce qui est un petit peu dans le bouquin. Le héros, on peut l'appeler comme ça, s'appelle Guy, admettons, comme vous. Oui, on pourrait, oui. Le livre, c'est « Je », donc le héros est un spécialiste, un expert d'un comité qui s'appelle l'Institut international du contrôle du climat. Il va à une réunion convoquée par l'ONU et l'ONU demande à tous ces spécialistes de régler un problème grave, c'est-à-dire d'une façon ou d'une autre, on est 10 milliards sur Terre et il faut arriver à 5 milliards parce que sinon on va tous y passer. Alors ce roman est un roman en effet inquiétant où on découvre un homme honnête qui fait son métier honnêtement, qui n'a pas les réponses à tout, qui a une vie normale aussi, il a une femme, il a des amis, il se pose des milliers de questions, un petit peu comme nous. Mais en 2040, donc, vous avez décidé que les choses ont malheureusement mal tourné. Oui, en fait, vous venez de résumer le concept de l'image, en fait. On a voulu représenter ou trouver une symbolique qui représente la confrontation de deux temporalités. Celle de l'être humain, qui est dans l'immédiateté, dans son nombrilisme, et celle des forces de la nature qui, en fait, ne dépendent que d'elles-mêmes. Et il y a là quelque chose qui se confronte. Et je crois que les gros changements dans le climat résident là. À un moment donné, mais c'est important, parce que ce que vous dites justement, à un moment donné, votre femme, enfin, la femme de Guy, la femme de Guy, Sandra, si vous voulez, oui. Dit, de toute façon, l'être humain n'est pas destiné à durer, parce qu'il a dans son cerveau l'envie de consommer les choses vite. Voilà, la dopamine doit vite irriguer le cerveau, donner satisfaction, et à la limite, on ne peut pas imaginer que ce qui pourrait arriver de mal va arriver, parce que ça n'est pas en adéquation avec notre ADN d'animal qui veut consommer vite et bien. Alors on est condamné à disparaître, puisque en effet, on cherche la satisfaction rapide. C'est un résumé parfait, même brillant, je dirais, parce que c'est exactement ça. Je crois que l'homme consomme, il profite, il exploite, et de manière inconsciente, en fait, il ignore totalement qu'il est dans un vase clos. Nous sommes dans un monde fermé. Qu'on le veuille ou non, ceux qui croient à l'exode vers une autre planète, Proxima B ou peu importe quelle autre, à mon avis, se trompent parce que nous ne serons plus là lorsque nous aurons les capacités techniques de nous exporter. Ça peut arriver, ça Techniquement, vous êtes un savant, vous avez... Non, je ne suis pas un savant, je suis un petit biologiste, voilà. Et c'est le point de vue. Mais est-ce que c'est possible philosophiquement, on peut l'imaginer, mais est-ce que techniquement, on pourrait l'imaginer? Alors moi, je crois que techniquement, on est capable de transporter du vivant vers d'autres planètes, voire vers des exoplanètes, ça c'est possible. Mais je crains que l'espérance de vie dans ces autres mondes-là ne soit pas possible. L'homme ne peut pas être prêt. L'homme qu'on connaît aujourd'hui. Oui, alors voilà. Mais si on arrive à surpasser cette crise climatique, si on arrive à survivre, est-ce qu'on pourrait imaginer que l'être humain, en tant qu'espèce, aille vivre ailleurs? C'est quand même le rêve de beaucoup de milliardaires aujourd'hui. Ça, c'est de l'anthropomorphisme. Et je crois que cet anthropomorphisme va se confronter à un espace-temps que nous n'avons pas en main. Je pense que la nature, bouleversée comme elle est, polluée comme elle est, va réagir bien avant que l'on ait les moyens de s'exporter vers d'autres mondes meilleurs. Donc on n'a pas le temps. Je pense que nous n'avons pas le temps. Donc on est condamné à disparaître. Je pense que nous sommes, comme beaucoup d'êtres vivants, condamnés à disparaître dans un futur relativement proche. Et certainement, si on le précipite tel qu'on le fait maintenant.
Alors, quoi qu'il arrive, si on le précipite, ce sera beaucoup plus vite que prévu. Et si on ne le précipite pas de toute façon, ça va arriver. C'est désespérant. La vie et la mort se côtoient. Je crois qu'on est complètement inconscient du nombre d'espèces vivantes que l'on a éradiquées de notre planète Terre. On ne mesure pas l'impact que ça a. Mais je crois que l'être humain est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Et pour ne prendre quelques exemples, tous les actes polluants que l'on pose, on ne mesure pas. Est-ce qu'on est en train de poser un acte polluant maintenant? Je vous interviewe, est-ce que je suis en train de précipiter la planète vers son sombre destin? Ou est-ce que ça encore, parce que bon, il y a des lumières qui sont allumées, il y a des appareils qui tournent, après on va devoir les programmer sur les réseaux sociaux. Est-ce que notre présent, là, est en train de perturber l'avenir de la planète? Je vais prendre un exemple simple pour le commun des mortels. Vous prenez une canette de soda, peu importe laquelle, je ne nommerai pas de marque. Il faut savoir qu'une canette de 25 cc nécessite 3 fois son volume en eau, produit à peu près 220 grammes de CO2 pièce, et a fait plus de 2 fois le tour de la Terre avant qu'elle arrive sur votre comptoir, votre bar ou votre cuisine. Je crois que c'est l'exemple le plus facile, le plus banal que l'être humain exploite. Et si on ajoute un peu de whisky, qu'est-ce qui se passe? C'est meilleur. C'est meilleur. Mais je dis par là que les quelques petits chiffres que je donne ici sont complètement inconnus. Donc le vrai problème, c'est qu'on est beaucoup trop nombreux. Alors, parce que dans le bouquin, Le Dernier Iceberg, que vous avez écrit, Guy Servranckx, le problème, c'est donc... Vous dites, si on arrive à diminuer de 10 milliards à 5 milliards par des guerres, des conflits sociaux, ou, dans votre bouquin, c'est très intéressant aussi, ou par un virus qui arriverait de Dieu sait où, il y a donc une possibilité, en rediminuant la masse globale des terriens, de survivre. Est-ce que la Terre, alors, peut s'en sortir? Elle s'en est sortie très bien pendant des millénaires, donc... Oui, mais depuis à peu près 150 ans, ou un peu plus, il y a ce qu'on appelle l'anthropocène, ça veut dire l'impact de la technologie, de l'évolution de l'être humain. Cet impact-là, il était inconscient avant. Il était ponctuel. C'est l'humain qui a éradiqué les mammouths de la surface de la Terre, mais en fin de compte, ça n'a pas eu un impact énorme sur la pollution. Maintenant, la majorité des êtres humains ont accès à la technologie, ont accès à la consommation, et la consommation égale pollution. Et ça, on ne la mesure pas. C'est comme quand on parle de la concentration de CO2 dans l'air, on parle de ppm, c'est par million. Le CO2 dans notre atmosphère, il se dilue très très vite. Le méthane, un peu moins vite. Et les CFC, ça met 150 ans. Or, même si on les a supprimés de notre consommation il y a 25 ans, ces gaz continuent à nous polluer. Et c'est vrai pour tous les mécanismes, tous les mécanismes de pollution que l'homme impose à la nature, nous les payerons à plus ou moins court terme. Et c'est ce qu'on ne mesure toujours pas. Alors, donc la surpopulation, qu'on le veuille ou non, et la surpopulation consommatrice dans un vase clos sera à moyen terme, et on peut définir ce que ça veut dire à moyen terme, un problème insurmontable. Donc on doit trouver une solution. Alors la solution, peut-être qu'on la trouvera, mais elle ne viendra probablement que de la technologie. Donc on est dans une logique où la technologie détruit la planète, mais où le salut ne peut venir fondamentalement que de la technologie. Je suppose quand même que dans un pays comme Israël, le fait qu'il soit à la pointe du progrès leur a permis, par exemple, de dessaliner mieux que les autres, parce qu'ils ont les moyens technologiques de le faire. Donc, qui peut sauver la planète si ce n'est la technologie? Alors, je ne vais pas prendre l'exemple de l'eau, parce qu'il il se différencie de pays à pays. Je vais prendre l'exemple qui fait beaucoup de bruit pour l'instant, c'est le nucléaire.
Voilà, le nucléaire, justement, parlons-en. C'est un exemple. Ceux qui ont arrêté le nucléaire recommencent à consommer du charbon. La pire des solutions. Alors, il y a une solution qui n'est pas connue par beaucoup de gens, mais les physiciens la connaissent. C'est à la place de l'uranium, c'est d'utiliser du thorium. Le thorium est un métal qui est très abondant sur Terre et qui produit à peu près 30 fois moins de déchets. Donc, et la technologie est connue et elle est maîtrisée. Donc, si nous voulions, aux Indes par exemple, ils ont commencé, si nous voulions transférer ce nucléaire, entre guillemets, pour dire les choses de manière simple, passer donc de l'uranium au thorium, la technologie, notre capacité peut générer une énergie beaucoup plus propre et éliminer toutes les grosses tares que l'on attribue à l'uranium. À de l'uranium. Voilà. Donc c'est un choix politique. Exemple, donc c'est avant tout un choix politique. Et un choix politique, ça veut dire qu'il y a des lobbies derrière qui n'ont aucun intérêt à faire changer les choses. Parce que ça aussi, dans votre bouquin, vous en parlez, la conscience dans la technologie pourrait peut-être faire la différence. C'est-à-dire la technologie, oui, au fond, oui, mais il y a une conscience aussi derrière qui peut être une bonne ou une mauvaise technologie. Alors, l'être humain vous n'y croyez pas beaucoup, cumule énormément de tares. Il y a ce nombrisme, cette envie de posséder, de contrôler, de consommer, et ce pouvoir que génère l'argent. Je crois que nous sommes des parasites. On en revient au plaisir rapide. L'argent, c'est le yacht qu'on peut s'acheter tout de suite, la villa qu'on peut s'acheter tout de suite. Donc pourquoi ne pas se l'acheter puisqu'elle est là? L'anthropocène, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon. C'est la définition de notre impact sur Terre, que l'on ne mesure pas, que l'on ne contrôle pas. Or, les sachants le mesurent bien, mais je pense que les politiques ne l'écoutent pas. Parce qu'il y a des lobbying, parce qu'il y a de l'intérêt à court terme. Et parce que ce sont des êtres humains comme vous et moi qui vont au plaisir rapide. Alors je pense que Enfin peut-être pas comme vous, parce que vous êtes un idéaliste. Les décideurs ne devraient pas être des humains comme les autres. Ils ont une responsabilité. Des robots peut-être, l'intelligence artificielle les décideurs devraient être des robots qui ont un plan qui a été donné pour sauver la planète. À ce moment-là, aucune décision ne peut passer si elle n'est pas validée par une intelligence artificielle qui, elle, ne voit pas à court terme, mais qui voit à long terme. Dans les années 70, il y a des rapports qu'on appelle les rapports Brundtland et d'autres, qui ont été faits aux États-Unis, et on a rentré une série de chiffres dans des ordinateurs, donc dans des super cerveaux, si vous voulez. Et on a rentré toutes les composantes que l'on vient de dire. La surpopulation, la consommation, tout ce qu'on sait, voilà, tout ce que l'on sait, enfin tout ce qu'on sait, tout ce que l'on ne sait pas. On a rentré ça là-dedans, et chaque fois, le rapport a été clair. Il a dit impossibilité, extinction de l'espèce à tel délai, tel délai, si nous ne portions pas des changements majeurs en termes de consommation, etc. Donc, même les intelligences mécaniques ou supérieures constatent, ou en tout cas concluent, que si nous continuons sur cette voie-là... C'est l'impasse. C'est l'impasse. C'est l'impasse. D'accord. Eh bien, Guy Servan, je pense que ça donne envie de lire ce livre, parce qu'au bout du compte, on reste des êtres humains avec beaucoup de défauts, mais aussi avec la qualité de lire et d'avoir des émotions. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous appartient. Et donc, le dernier iceberg sera peut-être le nôtre, ou celui de nos enfants, ou peut-être celui qui est très loin devant nous. Mais tout a une fin, selon vous. Merci en tout cas d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Et bonne lecture à ceux qui vont découvrir le dernier iceberg.